Tu reçois bien là? C'est bien, mais j'ai rien de Ishaq là. C'est l'émission ça? C'est déjà mal, mais il n'y a rien de Ishaq. البته ده امر معترض کدام که قولی تا شده صدایش البته شنیده نمیشه فکر کنم که او ده کدام قسمت خواهران برادران مردم افغانستان اینجا صدای افغانستان آزاد. Ici la voix des Moudjahidines libres de l'Afghanistan. C'est ainsi que chaque soir à 20 h, les émissions de Radio Kaboul Libre permettent d'établir le contact entre tous les résistants afghans. Les deux premiers techniciens français, Christian Baudu, breton d'origine, et Martin Boisseau, auvergnat de Clermont-Ferrand, ils sont là sur ce plateau pour nous conter leur aventure. Alors tout d'abord, quelle a été l'idée première de cette opération? Le projet est parti à l'initiative de Marek Alter, Bernard-Henri Lévy et quelques autres intellectuels connus et dissidents soviétiques, tels que Bukowski, pour soutenir la résistance afghane. L'idée de départ était de créer une radio libre pour aider la résistance, pour permettre à la résistance afghane d'avoir le droit d'expression. Et on a fait une conférence de presse en juin 81 pour faire un appel de fonds au niveau national et international. Et on a pris l'avion. Une fois que l'argent a été réuni, on est parti début août donc avec les fonds nécessaires pour un premier convoi de 3 émetteurs et on est parti par le Pakistan pour rentrer en Afghanistan. Alors tout d'abord, comment vous avez été choisis tous les deux? On s'est proposé, dès qu'on a entendu parler du projet par une amie qui travaille avec Marek Alter, on s'est proposé comme volontaire pour partir installer les premiers émetteurs et donc comme les fonds ont été réunis, ils nous ont proposé de partir et tout a marché comme sur les roulets. Alors justement, dès que vous êtes arrivé au Pakistan, est-ce que vous aviez des contacts préliminaires? Vous n'êtes pas parti comme ça quand même? Non, on n'est pas parti vraiment à l'aventure. On avait effectivement une structure d'accueil au Pakistan avec des contacts dans la résistance afghane. À tous les niveaux, vous savez qu'il y a beaucoup de partis et donc on avait des contacts avec absolument toute la résistance pour savoir où on allait implanter les premiers émetteurs et former des techniciens sur place. Alors justement, maintenant nous allons voir la formation, les cours qui ont été donnés au Pakistan tout d'abord. L'image de document. Bon voilà, là on voit c'est Renzo Rossellini donc, qui nous accompagnait, le fils de Roberto Rossellini, qui était un peu responsable en chef de tout le côté technique. C'est lui qui a fourni les émetteurs, qui venaient d'Italie. Et donc là, on le voit en train de donner les premières émissions, les premiers cours à des moudjahidines afghans dans la résidence secrète qui nous avait été donnée aux alentours de Peshawar, au Pakistan, dans les zones tribales. On avait à peu près une dizaine d'élèves moudjahidines donc, qui venaient de toutes les régions d'Afghanistan. Et on a fait les cours avec eux pendant une quinzaine de jours. Alors on vient de voir l'émetteur justement dont il s'agit. C'est un émetteur de 20 watts et on voit Martin en train de parfaire la formation de techniciens afghans qui vont bientôt partir avec nous à l'intérieur. Voilà, ça c'est le premier départ qu'on a fait dans la vallée du Kunar, qui est une vallée qui est proche de la frontière pakistano-afghane. Et on a fait une première incursion de 2 jours à l'intérieur avec Marek Alter et Bernard-Henri Lévy, pour remettre solennellement les émetteurs à la résistance afghane. Et aussi pour faire une première émission test, ça nous a permis de voir si les techniciens étaient assez formés ou s'il fallait poursuivre la formation. Bernard-Henri Lévy, là il fait un petit speech pour offrir les émetteurs à la résistance. C'est le premier émetteur de Radio Kaboul Libre. Il a été acheté par les dons de gens français qui ont donné chacun $1, $2, $3. Des milliers et des milliers de gens ont donné quelques dollars, et ce qui a permis l'achat de ces émetteurs. Alors on voit Marek Alter et un chef de résistance afghane. Un instant un peu émouvant, avec un des chefs de résistance qui donc remercie Bernard-Henri Lévy dans un anglais approximatif. Et là, c'est le premier départ dans la montagne donc pour la première émission. Alors ça, c'est une fois qu'on avait fait le voyage à l'intérieur, c'est beaucoup plus en avant en Afghanistan,
dans la vallée du Panjshir, à peu près à 100 km au nord de Kaboul, où on a installé les 3 premiers émetteurs. Et celui-ci est installé à l'embouchure de la vallée, où il émet sur une immense plaine où il y a à peu près 200 000 habitants et où il y a une importante base soviétique. Voilà, ici on voit donc des plans du montage de l'émetteur avec le réglage de l'antenne, c'est-à-dire que bon, c'est les rudiments de ce qu'on leur a appris. C'est la première véritable émission en terrain afghan. Voilà, ils sont très vite facilités avec le maniement des émetteurs. On a une vue générale de la plaine de Kaboul, ce qu'on appelle the flat place, Voilà. c'est-à-dire l'endroit plat, puisque l'Afghanistan est un pays de montagne et une plaine c'est un événement rare. Voilà, au niveau c'est géologique. des endroits vraiment idéaux pour faire de la modulation de fréquence, puisqu'il y a des grandes plaines avec des montagnes. Il suffit de mettre un émetteur sur une montagne et on arrose toute une plaine jusqu'à 50-60 km à peu près. Alors en Afghanistan, évidemment, on ne marche circule pas en beaucoup. moto ni en voiture, c'est toujours à pied. Et on est toujours obligé de transporter le matériel avec nous. À dos d'homme. À dos d'homme, on le voit sur les images, les émetteurs étaient dans des cantines en métal que transportait un homme. Et il pouvait marcher 12 heures de suite comme ça. Là, on voit aussi des images d'essais. On a essayé de faire des systèmes d'intercommunication militaire pour se servir des émetteurs aussi à d'autres fins que celles de radio. Et là, on voit le chef militaire de la vallée du Panjshir qui s'appelle Massoud, c'est lui, là, le chef militaire de 27 ans, qui a essayé l'émetteur pour avoir un système de communication avec ses bataillons quand il y a des offensives soviétiques. Et là, on le voit discuter donc avec un autre... C'est un chef militaire très important, puisqu'il contrôle toute la région de Kaboul. Voilà, il parle français c'est parce qu'il a fait l'école polytechnique de aussi Kaboul. un fait assez rare en Afghanistan. Donc maintenant, il y a une question quand même qu'on peut se poser. Pourquoi cette résistance? Bon, tout le monde sait, enfin oui, je pense que tout le monde sait qu'il y a une invasion soviétique en Afghanistan. C'est une occupation soviétique, on peut parler plus de présence militaire que de guerre, dans le sens où il n'y a pas de front qui s'oppose, mais plus une tactique de coup d'épingle de la part des résistants afghans et de la part des soviétiques, des offensives très lourdes et longuement prématurées, que les résistants d'ailleurs connaissent à peu près 2 mois à l'avance par leurs infiltrations dans l'administration afghane. On ne peut pas vraiment donc parler de guerre à l'état pur. On a vu beaucoup d'épaves de chars, etc. Et les résistants projettent des petites attaques de nuit Sur les bases soviétiques et aussi sur les grands centres que contrôlent efficacement les Russes, les soviétiques. Et alors, parallèlement, vous avez donc vu absolument tout. Comment vit la population? La population essaie de plus en plus de revivre comme ils vivaient avant l'invasion soviétique. C'est-à-dire qu'on a traversé des zones entières où les gens ont complètement rétabli, Massoud, donc ce chef militaire, a rétabli dans sa région un système social totalement cohérent, en recréant des écoles, en refaisant des systèmes de transport en commun, en récupérant des vieux cars ou des vieux camions de l'armée afghane. Donc ils essaient de vivre en autarcie, petite vallée par petite vallée, pour s'isoler complètement du gouvernement et pouvoir donc refaire la vie comme ils la vivaient avant, en cultivant les champs, en ayant des paysans, une armée de mudjahidines à côté qui les défend quand il y a une offensive soviétique, des gens qui cultivent les terres pour nourrir la population civile. Donc évidemment, à côté d'eux, il y a la guerre proprement dite, et je crois que nous allons voir des images que vous allez nous commenter avec tout ce que vous avez vu à ce sujet-là. Et on n'a pas vu beaucoup d'images de guerre, mais on a vu surtout des images, voilà, on voit des hélicoptères, des images de présence et d'intimidation soviétique, avec des survols d'hélicoptères et des survols de MiG au-dessus des villages et des vallées. Les attaques de Moudjahidine sont toujours de nuit, donc c'est difficile de filmer. Il y a beaucoup de survols d'intimidation, qu'on appelle des survols d'intimidation de la part des soviétiques. Et leurs attaques sur les villages se font avec bombardements lourds, jamais de troupes héliportées, toujours à partir d'hélicoptères et de MiG qui lancent des roquettes et des bombes. Voilà. Là on voit un village complètement détruit qui maintenant sert de repère aux Moudjahidines, à la résistance. Il y a à peu près dans ce village 300 Moudjahidines armés qui vivent dans ce village déserté par la population.
Donc les méfaits, enfin, comme ils ne peuvent pas attaquer et envahir le pays donc, avec les méthodes classiques, les Russes essaient de faire régner la terreur en parsemant un petit peu partout des petites bombes qu'on appelle des mines antipersonnelles, qui sont destinées à exploser sous le pied de celui qui marche dessus. Et on voit justement là des blessés de la dernière offensive soviétique. Et on va voir l'opération d'un Moudjahidine qui a sauté justement sur une de ces mines antipersonnelles. Là, on voit c'est des blessés qui sont transportés par camion jusqu'à l'hôpital où des médecins français se chargent de les soigner. Là, c'est un tout jeune qui a reçu une... Il a 16 ans et c'est vraiment un hôpital de fortune. On voit tous les Moudjahidines sont autour des médecins français pour regarder l'opération. Et alors là, il a marché sur une bombe il y a 2 jours et il a été transporté donc à l'hôpital un matin. Et moi, je suis arrivé, on a filmé puisqu'il faut aussi montrer ça. On a filmé tout de suite. La réalité. C'est des images qui nous ont assez... choqués quand on est revenu en France, mais dans le climat de guerre qui règne là-bas, c'était pas extraordinaire. En fait, ça les tue malheureusement assez vite, ce genre de choses. Bon, alors, là, ça c'est montage. On assiste donc contre cette, disons, l'amélioration de la guérilla. On assiste donc à une amélioration de l'armement. Avec des canons anti-aériens, ça sont des doubles canons anti-aériens qui peuvent descendre des hélicoptères ou des MiG. Ils appellent ça une zigouillac, ça tire à peu près des projectiles, ça tire des projectiles de 13 mm. Et d'où viennent ces armes là? Pardon? D'où viennent ces armes? Celle-ci était de fabrication chinoise, mais on ne peut pas dire qu'elle a été donnée par la Chine, on ne sait pas d'où elle vient. C'est une arme qui a été transportée dans la montagne, a passé de cols à 5000 mètres à d'autres de cheval et de mule. Bon, voilà les résultats donc, que ça peut donner. Ils sont en mesure de descendre des hélicoptères ou des MiG. Et là, on voit une carcasse d'hélicoptère qui était descendue lors de la dernière offensive. Alors, il ne reste plus grand-chose puisque les Russes se chargent de désosser complètement tout ce qui tombe, tout ce qui est avion ou hélicoptère. Et ils ont aussi des armes anti-chars, ce qui leur permet de neutraliser des blindés comme celui qu'on voit actuellement. Mais l'armement soviétique n'est pas très sophistiqué. On a l'impression qu'ils envoient en Afghanistan un petit peu leur rebut de l'armement. Je pense que ça commence maintenant à prendre une autre tournure. Martin et Christian, vous êtes maintenant donc revenus. Est-ce que vous avez le sentiment que votre opération ait été une réussite? Oui, c'est une réussite dans le sens où la première émission sur Kaboul a été entendue par les ambassades européennes, entre autres américaines, et toutes les ambassades du monde. Et donc la radio a été reconnue par voie diplomatique dans le monde. Une dépêche AFP est arrivée en même temps que nous à Paris, quand on est rentré le 3 novembre, qui disait, donc par voie diplomatique, on sait que Radio Kaboul existe. Donc ça, c'est un premier point important. Un premier point. L'autre point qui est très important, c'est que par ce biais, les dissidents soviétiques tels que Boukovski et d'autres peuvent parler aux soldats russes, puisqu'on diffuse aussi des émissions tous les jours sur les bases soviétiques. Ils peuvent parler aux soldats russes pour leur dire un peu tout ce qu'ils pensent, et entre autres que ce qu'ils font en Afghanistan, c'est pas mieux que ce que les Américains faisaient au Vietnam, et que la meilleure chose qu'ils ont à faire, c'est de déserter. Ouais. Alors maintenant, ce qui reste à faire, le projet n'est pas terminé, puisqu'on avait prévu de mettre 36 émetteurs à l'intérieur de l'Afghanistan. Actuellement, il y en a 3. Et on espère donc avoir les moyens de continuer notre action et d'acheter d'autres émetteurs et de former une équipe l'année prochaine. Merci. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par cette action, une adresse, Comité droits de l'homme, Radio Kaboul Libre, 152 rue du Château, 75 014 Paris. Voilà donc un exemple type de l'aboutissement d'un élan de solidarité. Radio Kaboul est né, la résistance afghane peut maintenant se faire entendre dans le monde. Au revoir, à bientôt. خويندو ورونو دا افغانستان ولسا دا آزاد افغانستان غږ. Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Говорит радиостанция «Свободный Афганистан».
участники советского демократического движения обращаются к советским солдатам и офицерам.